l'UMP est quasiment inexistante. Je crois qu'ils sont présents dans 3 cantons sous leur étiquette. Ça prouve quand même une grave faiblesse. Hein. Alors bien sûr, ils soutiennent tel ou tel, mais ça c'est la technique de l'UMP. Quand ils n'ont pas de candidat, ils apportent leur soutien gratuit à tel ou tel qui se dit, bon, pourquoi pas, ça ne peut pas faire de mal. Même si l'étiquette UMP semble ne pas être brandie hein, aussi fréquemment qu'on le pense. Vous me direz, l'étiquette PS non plus n'est pas trop brandie, hein, il faut bien le dire. Bien souvent, elle disparaît, comme c'était le cas d'ailleurs au second tour de la législative du Doubs. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Sur ce sujet ou sur d'autres d'ailleurs. Bonjour, Madame Laurent Bellémine, l'ADP, je me dis, vous l'avez dit, donc les règles du jeu ne sont pas connues pour ces départementaux, puisqu'on ne connaît pas les compétences, c'est un fait. Alors pourquoi faites-vous comme les autres, puisque vous voulez vous différencier? Pourquoi avez-vous des candidats sans en connaître les règles du jeu? Est-ce que finalement il n'aurait pas été plus logique dans votre logique justement de ne pas aller à ces élections en dénonçant l'absence de règles du jeu du MPPS? Ce serait-il pas plus facile comme ça hein? Je suis pas candidat Front National. Mais non, parce que nous, ça ne nous pose pas de problème. Vous me donnez n'importe quelle compétence, j'adapterai la politique en vertu des grands principes qui sont ceux du Front National et du Rassemblement de l'Ain. Ça ne me pose aucun problème, moi, mais aucun. Le refus du clientélisme, le refus du communautarisme, le contrôle nécessaire sur les subventions, l'arrêt des subventions aux associations communautaristes, le contrôle sur les moyens sociaux qui sont accordés, dont on pense quand même que ceux-là resteront dans le giron du département. Je veux dire, nos politiques, elles peuvent être appliquées à l'ensemble des niveaux politiques du pays. Voilà, c'est vrai dans les municipalités, c'est vrai encore une fois dans les départements, c'est vrai dans les régions, que demain, je veux dire, une responsabilité, une compétence du Conseil général passe, enfin, du Conseil départemental, parce que c'est maintenant son nom, passe à la région, eh bien, nous appliquerons la politique du Front National au niveau de la région. Si elle reste dans le département, nous appliquerons au niveau du département. Ça ne nous pose absolument aucune difficulté. Vous passez de 0 candidat finalement dans les élections cantonales à des candidats partout, vous êtes les seuls dans ce cas-là. Quel est votre objectif? Être présent évidemment, j'imagine, avec l'absence de l'UMP dans beaucoup de cantons second tour, gagner des cantons, est-ce que vous avez chiffré ces objectifs? Non, je ne les ai pas chiffrés, je ne les ai même pas chiffrés au niveau national, parce que je pense que moi je fais confiance aux Français. Si les Français veulent, ils feront élire des conseillers généraux du Front National. Moi je pense qu'il y en aura. Nous en avons un pour l'instant, donc évidemment notre situation n'ira qu'en s'améliorant. Vous savez que l'implantation locale est un axe fondamental. C'est un axe fondamental de ma présidence. Hein. J'avais donné cet objectif prioritaire lorsque je suis arrivé à la tête du Front National en 2011. Je crois avoir rempli une partie du contrat, mais une partie seulement, parce que l'autre partie, ce sont évidemment nos candidats qui doivent la remplir. Et donc, nous serons présents, en tout cas, dans, à mon avis, de nombreux seconds tours, ce qui, en soi, est déjà un événement, un élément politique, car être présent au second tour, alors qu'il n'y aura quasiment pas de triangulaire, nous le savons, il y aura beaucoup plus de duels, mais il y aura très peu de triangulaires, parce qu'avec le taux de participation, pour qu'il y ait une triangulaire, il faudrait que le troisième arrive à presque 29%. Oui, je vous trouve optimiste, mais 25 peut-être dans ce département, qui est un département qui a l'habitude d'avoir une participation supérieure aux autres. 25%, ça paraît quand même relativement rare. Mais c'est important, je veux dire, parce que ça installe une opposition, ça installe une alternative. C'est-à-dire que ça installe dans l'esprit des électeurs qu'il existe une politique alternative à celle de la gauche, qui est la politique patriote du Front National. Est-ce que vous ne craignez pas, justement, vous serez probablement dans pas mal de duels au second tour, est-ce que vous ne craignez pas ce second tour, de transformer l'essai? C'est toujours difficile pour vous. Non, mais je crains pas. On l'a vu dernièrement, les châtifs du Doubs. Oui, enfin, on peut voir ça comme ça, mais on disait la même chose au municipal d'Hénin-Beaumont la dernière fois. Hein. Non, mais je vous le dis parce qu'on me le disait aussi la dernière fois. Voilà, on me disait, oh là là, vous voyez bien, c'est le plafond de verre de 50%, vous n'y arriverez jamais. Bon, et puis la fois d'après, on a gagné au premier tour. Donc là, vous pensez gagner le second tour ce coup-ci? Je ne sais pas si on en gagnera dans ce département, mais on en gagnera. En France, on gagnera des seconds tours. C'est une évidence. Voilà. Aujourd'hui, le Lot est un département qui est un département pas facile.
Nous le savons précisément parce qu'il y a une très ancienne tradition, etc. C'est pas simple, mais encore une fois, arrêtons avec l'argument du plafond de verre. Il n'y a plus de plafond de verre. C'est fini le plafond de verre. Une élection, je vous dis, à Hénin-Beaumont, on avait terminé à 47, on nous a dit vous n'arriverez jamais plus haut. On avait 51 au premier tour la fois d'après. Donc nous gagnerons des conseils généraux. On nous avait dit la même chose pour les partiels. À Brignoles, c'est passé. Que l'on soit face à un candidat de droite ou que l'on soit face à un candidat de gauche, nous savons d'ores et déjà que nous arrivons à récupérer à peu près la même progression entre les deux tours, que l'on soit contre l'un ou que l'on soit contre l'autre. Moi je crois qu'on assiste à une rebipolarisation de la vie politique française, avec d'un côté le Front National et de l'autre côté l'UMPS. Voilà. Ça c'est intéressant. Et quand je dis l'UMPS, je parle de quelque chose, c'est pas un slogan, c'est une vérité, puisque régulièrement, lorsque un est au second tour face à nous, l'autre vient à son secours. Donc ce sont des candidats UMPS, et en fait l'UMP et le PS s'avancent aux élections un peu comme dans des primaires. Voilà. Et c'est celui qui gagne la primaire qui est au second tour, et à ce moment-là, il est rejoint par les autres. Je pense que c'est un phénomène de clarification de la vie politique française, et somme toute qui impose véritablement, pour le coup, un choix d'une politique qui est radicalement différente, car entre ce que nous proposons et ce que propose l'UMPS, incontestablement, c'est radicalement différent. Alors justement, il y a quelques sondages, et puis bon, on rencontre des militants de droite et de gauche qui, notamment certains à l'UMP, comme d'autres au Front National, s'ils ne sont pas militants, ils sont sympathisants. Hein. Eux, ils seraient favorables pour qu'au second tour, des fois, les voix du FN ou de l'UMP puissent officiellement se reporter sur l'un ou sur l'autre. Et il semblerait que, en fait, à vous écouter, vous ou M. Sarkozy, c'est hors de question. Par contre, vous avez des militants, des sympathisants qui seraient prêts à apporter leur voix au second tour et qui accepteraient bien l'ordre des chefs pour le faire. Non mais d'abord, permettez-moi de vous dire que le vote est libre. Voilà, ma situation et celle de Nicolas Sarkozy n'ont strictement rien à voir. Notre positionnement n'a rien à voir, puisque lui, même s'il s'est fait ramasser par postérieurement par son bureau politique, il était pour le ni sauf. Bon, le ni sauf, c'était un appel à voter PS. Il ne faut pas, à un moment donné, se raconter l'histoire. Ni sauf le FN, c'est donc un appel à voter PS. Bon. Moi, j'ai toujours eu la même attitude. Dans ce genre de second tour où le Front National ne serait pas présent, ça peut arriver, il ne faut pas non plus faire preuve d'un excès d'optimisme, ça peut arriver. J'ai toujours dit que les électeurs étaient grands et vaccinés, et qu'ils faisaient selon leur conscience, c'est-à-dire que je suis pour la liberté de vote. À partir du moment où le candidat que nous présentons n'est pas présent au second tour, alors les électeurs doivent pouvoir se déterminer en fonction de leur propre conscience. Voilà, entre les deux candidats qui restent en lice, soit l'un, soit l'autre, soit le vote blanc, s'ils le préfèrent. C'était ma position lors de l'élection présidentielle. J'ai laissé la liberté de vote, j'ai indiqué qu'à titre personnel je voterais blanc, mais j'ai laissé la liberté de vote. Nous ne sommes donc pas du tout dans la même situation. Et honnêtement, Nicolas Sarkozy et l'UMP ont beau donner des instructions de vote, ils ont bien compris lors de la législative du Doubs qu'en réalité ça ne servait pas à grand chose, parce que les électeurs ne font que ce qu'ils veulent. Et ils ont raison, parce que je pense que c'est évidemment une preuve de maturité politique de leur part. Vous allez évoquer l'insécurité et l'immigration parmi les thèmes de campagne nationale nationaux dans votre campagne, justement. Est-ce que vous pensez que ce sont ici des thèmes qui sont d'actualité pour le département, avec une insécurité dans le département les plus sûrs de France et une immigration plutôt fictive dans le département? Est-ce que vous allez faire campagne sur ces thèmes-là dans le département du Lot, ou avez-vous choisi d'autres thèmes? D'abord, si vous me dites que le département du Lot est protégé de l'insécurité, j'entends ce que vous dites, mais je ne le crois pas. Je crois que tous les départements sont frappés de plein fouet par l'insécurité. Voilà. Ici, c'est un des départements les plus sûrs de France. Eh bien, tant mieux. Mais j'en réjouis. Mais je pense que d'ailleurs, tant mieux pour le département qu'il soit un des plus sûrs de France. Mais si c'est un des plus sûrs de France dans un pays qui est ravagé par l'insécurité et la criminalité, je sais que royaume des aveugles, les borgneux sont rois, mais enfin, en l'occurrence, mieux vaut être bien voyant que borgne. Voilà. Donc je pense que le niveau d'insécurité qui existe dans le département est peut-être inférieur à celui qui existe dans d'autres départements, mais il est tout à fait trop supérieur pour beaucoup de gens qui attendent une sécurité supplémentaire dans le département. C'est d'ailleurs possible de le faire, c'est possible de rassurer aussi les personnes âgées en leur offrant les moyens
moyens de surveillance, de télésurveillance, etc. Ça, c'est une chose que le département peut faire. Il est possible d'améliorer la sécurité dans les collèges ou aux abords des collèges. Ça peut aussi être une des responsabilités du Conseil général. Donc, il y a des choses à faire en matière de sécurité. Quant à l'immigration, là encore, si vous voulez, peut-être que le département accueille moins d'immigration que d'autres. Il n'en demeure pas moins que les gens n'ont peut-être pas envie de voir un taux d'immigration pareil que les autres départements, donc ils préfèrent s'en prémunir, ce qu'on peut concevoir. Le poids de l'immigration a un effet direct sur le travail du Conseil général. Il ne faut pas croire, c'est qu'à partir du moment où vous êtes obligé, dans une caisse sociale, de prendre en charge des gens qui arrivent, eh bien, le budget n'étant pas infini, par définition, la prise en charge de toute nouvelle, la prise en charge sociale de toute nouvelle personne qui arrive, eh bien, est à mettre au débit, si vous voulez, de ceux qui ont besoin de cette aide sociale. Et ça, on s'en aperçoit dans les départements de manière régulière. Vous avez des candidats partout, mais peut-être un peu en déficit de notoriété, c'est normal, puisqu'ils se présentent pour la première fois. Pourquoi vous ne faites pas, comme les autres partis, des réunions publiques? Puisqu'ici, c'est la tradition, les candidats font des réunions publiques dans toutes les communes. Est-ce qu'on vous refuse des salles? Est-ce que vous ne voulez pas les faire pour des raisons de sécurité? Pourquoi il n'y a pas ce type de rendez-vous avec les citoyens ici dans le département? Non, alors bien souvent nous ne le faisons pas dans une élection départementale parce que nous sommes pauvres et que nous avons évidemment beaucoup moins accès aux salles municipales que d'autres candidats. On doit mettre à votre disposition les salles municipales. Pardon? On doit les mettre à votre disposition. Ah oui, on doit, oui, dans un monde idéal, on doit les mettre à notre disposition. Non, mais vous avez raison, mais je peux vous dire, pour avoir quelques expériences politiques, que c'est sur le papier ça marche, mais en réalité donc, ça marche. Ici, on vous a refusé. Ça marche très peu. Non, mais je veux dire, bien souvent, il est extrêmement difficile d'avoir accès à des salles municipales. Est-ce qu'on vous a refusé des salles? Je pose la question. Moi, je suis présidente du Front National. Si vous me posez la question à moi, je ne vais pas pouvoir vous répondre de savoir si dans le département on a refusé des salles municipales. Pour l'instant, cher monsieur, la campagne, elle démarre. C'est dans un mois l'élection. Mais je suis bien contente de l'entendre de votre part, merci. Il y a déjà des réunions qui sont organisées dans mais je peux vous dire que moi, je n'ai pas vu beaucoup de candidats des autres mouvements politiques sur le terrain. Nous y sommes. Nous commençons à distribuer déjà des tracts, nous collons des affiches, nous étions tout seuls. Hein. Moi, je n'ai vu aucun autre candidat partout où je suis allé. Est-ce que vous faites des réunions publiques ou pas? Non, a priori, nous n'en ferons pas. Moi, je suis désolée, mais aux élections départementales, après faire des réunions départementales, j'en fais une ce soir. Non, mais dans les cantons, je veux dire. Non, je pense pas. Enfin, il paraît. Enfin bon, écoutez, c'est bien. Moi, peut-être que c'est la manière de faire de la politique des autres. Hein. Ils sont sûrement meilleurs que nous. On verra ça au résultat. Oui, hein, après tout, bon. Mais moi, je fais une réunion publique ce soir. Non, c'est pas une réunion publique, on ne doit pas dire ça. Enfin, c'est une réunion, on peut venir pour m'entendre parler, donc c'est une réunion, ce que j'appelle une réunion publique, c'est pas une réunion secrète, on n'est pas obligé de montrer sa carte quand on arrive, donc c'est une réunion publique. Mais c'est vrai qu'en un mois de temps, il est assez difficile, si vous voulez, de faire des campagnes de réunion publique. Donc on fait des campagnes de tractage, tout le monde ira sur les marchés, ira faire du boitage à la rencontre des électeurs, du porte-à-porte. Moi je crois que c'est beaucoup plus utile de faire ce type de politique-là pour des élections locales que des réunions publiques. J'en veux pour preuve d'ailleurs les municipales, où c'est vrai qu'on a fait également assez peu de réunions publiques et on a plutôt axé nos campagnes sur le boitage, sur le porte-à-porte, parce que ça permet aux gens précisément de vous connaître, de vous rencontrer. Et je pense que ce contact personnel entre le candidat et les électeurs, ça me paraît être une bonne méthode de travail politique. On entend dans la presse en général, pas chez nous évidemment, non, on entend que les événements de Paris risquent de vous aider dans vos scores. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous passez? Quels événements? Charlie Hebdo, les attentats. Ah bon, moi j'ai entendu exactement l'inverse. Moi j'ai entendu pendant des semaines que c'était horrible, qu'on s'était mis totalement à côté, qu'on n'était pas dans l'esprit du 11 janvier, qu'on n'était pas dans l'Union nationale et que donc on allait plonger et que ça y est c'était fini. M. Cambadélis avait déjà annoncé notre mort, que le Front National était en reflux et puis bon non, pour finir non. Ce qui est sûr c'est que nous avons été
bien seul quand même pendant des années à tirer la sonnette d'alarme sur la montée du fondamentalisme islamiste, à tout risque. Hein, on nous a traités pour cela d'islamophobes et autres accusations qui visaient à nous faire taire. La réalité, c'est que le fondamentalisme islamiste se développe, qu'il est partout. Il se développe partout, et pas seulement à Paris, et pas seulement dans les capitales régionales. On s'aperçoit que les revendications communautaristes prennent le pas partout sur le fonctionnement républicain, et que rien ne paraît avoir été fait depuis les attentats de Charlie Hebdo pour inverser cette tendance. Je veux dire, il y a eu un concours Lépine des propositions les plus débiles qui existent. Donc le concours entre l'UMP et le PS a fait rage. Nicolas Sarkozy a proposé des heures supplémentaires pour les policiers, alors qu'il y a, je crois, 1 million de stocks d'heures supplémentaires non payés pour les policiers. Le gouvernement a mis en place le site Stop Djihadisme, qui va terroriser les terroristes, je pense. Madame Vallaud-Belkacem a proposé une journée de la laïcité, ce qui était d'une grande originalité, là encore tout à fait susceptible de faire abandonner leur dessein criminel par les terroristes. C'est grotesque. Voilà. On n'est pas du tout au niveau du danger qui existe. On n'a pris aucune mesure. Je vois que l'Australie vient de prendre une mesure que le Front National réclame depuis déjà des mois et des mois, c'est-à-dire la suppression de la double nationalité à ceux qui soit partent faire le djihad, soit partent s'entraîner. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on supprime les passeports des djihadistes, comme ça on leur interdit d'aller faire le djihad, sauf en France. Ou en Europe, puisque comme on n'a pas de frontières intérieures, ils pourront éventuellement aller faire le djihad dans les pays d'à côté. Mais c'est objectivement, enfin je veux dire, c'est à ce niveau d'amateurisme, ça en devient dangereux pour la population. Voilà. Quand il y a 0 décision qui sont prises à ce point, on continue à être dans une coalition avec le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Turquie, dont nous savons maintenant pertinemment qu'elle joue un double jeu. Les moyens de la police, du renseignement et de l'armée ont fait l'objet d'un pécule supplémentaire ridicule par rapport à la saignée dont ils ont fait l'objet depuis des années sous Sarkozy et sous Hollande. Le communautarisme et les atteintes à la laïcité sont traités par des belles paroles, mais il n'y a aucune décision qui a été prise pour couper les sources de financement de la part des pays qui soutiennent le fondamentalisme, les sources de financement d'un certain nombre de mosquées ou de centres soi-disant culturels dont on sait pertinemment qu'ils sont des centres de développement de l'islam radical. Rien n'est fait contre l'UOIF, qui est toujours l'interlocuteur privilégié de l'État, alors que les frères musulmans sont aujourd'hui détectés comme étant l'organisation soutien du fondamentalisme islamiste. Et puis évidemment, l'immigration continue de plus belle. Les frontières continuent à être ouvertes, les mafias transitent librement, les armes transitent librement, et rien n'est fait contre tout ça. Donc voilà, moi j'ai des grandes inquiétudes sur la réitération d'attentats en France, très, très vives inquiétudes, et dans les milieux qui s'attachent à essayer d'éviter ce type d'attentats, on ne se pose pas la question de savoir s'ils vont avoir lieu, on se pose la question de savoir quand. Merci beaucoup. Merci.